Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Ancien directeur du centre social de Brignoles, Michel Figarella a profité de son départ à la retraite il y a 3 ans pour créer, avec un groupe d'amis portés comme lui par des valeurs humanistes, le premier restaurant solidaire de la Provence verte, les Potes au Feu. Avec le soutien de nombreuses associations et de plusieurs institutions, ce projet difficile à concrétiser a finalement vu le jour courant 2022 grâce à d'heureux concours de circonstances. En définissant ce qu'est pour lui la solidarité, Michel Figarella revient dans cet entretien sur son engagement militant pour tout ce qui touche à la cause juste des personnes et à leur dignité. Un parcours personnel et professionnel fondé sur l'aide et le partage, avec le projet constant d'alléger le quotidien de ceux que le fardeau de la pauvreté accable. Je m'appelle Michel Figarella, je suis un retraité jeune, si on peut dire comme ça, puisque ça fait 3 ans que je suis à la retraite. J'ai effectué mon parcours professionnel dans le domaine éducatif, social, culturel, dans différentes structures, toujours collectives et toujours à gérer des équipes et à intervenir auprès de publics, souvent en difficulté, en précarité. Et puis, il y a 3 ans, lorsque je me suis retrouvé donc à la retraite, choisi à 62 ans, et j'ai encore cette chance-là, j'ai mis en œuvre un projet qu'on avait déjà dans les cartons depuis un certain temps, mais pour lequel on n'avait pas le temps vraiment d'intervenir, qui est ce restaurant solidaire dont on parlera sans doute bientôt. La solidarité, c'est très vaste, c'est très varié. C'est toute action qui permet une interaction entre différentes personnes d'un même groupe humain, animal. Il y a beaucoup de solidarité dans le monde animal. Il y a aussi beaucoup de solidarité dans le monde humain et qui permet de faciliter les choses, d'être utile, de pouvoir répondre à des besoins qui parfois ne sont pas résolu par le collectif et qui permet effectivement aussi de trouver sa place dans la société. Moi, je dirais que c'est une façon d'amener de l'humanité dans la société. Voilà, de ne pas être seul replié sur ses propres problèmes en ignorant les problèmes des autres, mais qu'on ait des problèmes ou non, à être en capacité à un moment de pouvoir donner un coup de main, écouter, soutenir, accompagner des personnes qui en ont besoin à un moment de leur vie, parce qu'à ce moment-là, c'est un moment difficile qu'ils traversent. Lorsque j'étais donc directeur du centre social de Brignoles, la maison des initiatives sociales, je travaillais beaucoup avec le foyer des jeunes travailleurs, avec la fondation d'Auteuil. Il se trouvait qu'on menait des actions en commun et il y avait on va dire une accroche, des atomes crochus entre nous qui permettaient de pouvoir envisager autre chose. Et un jour, en buvant le café, on avait dit, tiens, ça serait sympa de monter un lieu qui puisse être ouvert à tous, que ce soit des personnes qui soient en précarité ou pas, pour favoriser la mixité, parce que des lieux qui sont réservés à des personnes en précarité, il en existe déjà. Et toujours, ce qu'on regrette dans ces lieux, c'est que justement, les gens restent entre eux et ne côtoient pas d'autres personnes. Voilà. Donc, au départ, on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait créer ? Alors, la première idée, ça a été, on voulait monter un café solidaire. C'est-à-dire un café où tout le monde pouvait venir, avec des prix bas, bien sûr, sans alcool, où en même temps, on pouvait lire le journal, jouer à des jeux de société. Voilà. Il en existe déjà un peu, même dans le territoire varois, il en existe. Et puis en avançant, vous savez ce que c'est, hein, on discute, on a une vision un peu utopique des choses. On a dit, non, finalement, c'est pas grand-chose. Les gens vont rester 5 minutes, boire un café, vont partir. Finalement, ça va pas aller au-delà de ça. Et puis, petit à petit, est venue l'idée d'un restaurant. Alors, pourquoi un restaurant ? Parce que quand on est pauvre, on cumule, on a tous les malheurs du monde. D'abord, on est pauvre, donc on a un regard social sur soi-même et les autres ont un regard social sur les personnes en pauvreté qui n'est pas favorable, évidemment. En plus, comme on n'a pas d'argent, on a souvent des problèmes de santé. Comme on a des problèmes de santé, on a des problèmes aussi à avoir une vie sociale à peu près qu'on peut souhaiter à tout le monde, enrichissante, bienveillante, etc.
Et on n'a droit à aucun loisir, parce que quand on est pauvre, on doit se tenir aux simples choses de la vie courante que l'on peut se payer, mais on ne va pas au cinéma, on ne va pas au théâtre, et on va encore moins au restaurant. Donc on s'est dit, on veut lier les deux choses, c'est-à-dire travailler sur les questions de précarité alimentaire, mais aussi permettre à des personnes de pouvoir avoir une vie sociale digne. Voilà. Se dire, aujourd'hui, je suis allé au restaurant, j'ai très peu, je suis sous le seuil, le fameux seuil de pauvreté, mais j'ai eu quand même la capacité, aujourd'hui, à me payer un restaurant, et un vrai restaurant. Un restaurant où je vais être servi, où je vais avoir des plats de qualité, où je vais avoir un vrai menu, entrée, plat, dessert, où on ne va pas me stigmatiser, on ne va pas me demander des papiers pour justifier de ma demande, etc. De quelque chose de simple, parce que la vie des gens pauvres, elle n'est vraiment pas simple. Au départ, d'abord, on s'est dit, un projet comme ça, il ne peut pas être monté par une seule structure. Il faut qu'il soit vraiment collectif, ce qui est rare, hein, parce que même si les associations, à Brignoles comme ailleurs, ont l'habitude de travailler ensemble, à parfois monter un projet en commun, de là à gérer un équipement en commun, c'est très rare. Je crois que dans le département, on doit être les seuls aujourd'hui. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit plusieurs associations qui œuvrent dans la solidarité, parce que ce sont des associations qui connaissent bien les problèmes des personnes en précarité, qui ont des contacts avec eux, et qui donc pourront être aussi des relais d'information, d'accompagnement des personnes au restaurant. Et on a lancé comme ça un petit appel dans la nature, comme une bouteille à la mer. On a eu 8 associations de Brignoles qui ont dit « Banco, on y va ». Donc, ces 8 associations, c'est la Fondation d'Auteuil, c'est la Corderie en Provence Verte, c'est le Centre social, c'est la Fédération des centres sociaux, c'est l'association Garrigue, c'est l'école de la deuxième chance, c'est le Secours catholique. Voilà, on a dit on y va, on ne connaît pas ce métier, mais tant pis, on lance l'idée. Et puis est arrivé le Covid. Comme tout le monde, on a pris un coup sur la tête. Et surtout, on a dit, ce n'est pas le moment de lancer un projet comme ça. Donc, on a mis tout en stand-by. Et j'avoue que là, on n'était pas très confiant sur l'avenir en disant d'abord, on ne savait pas ce que ça allait donner, hein, comme tout le monde. On avait du mal à se projeter. Et on se disait, bon, ça va être compliqué cette affaire-là, chacun devant régler ses propres problèmes. Honnêtement, on ne pensait pas que le projet prendrait vie. Et puis, en septembre 2021, une des associations a participé à une réunion en préfecture et a dit, oui, nous à Brignoles, on a un projet de monter un restaurant solidaire. Il aurait dit ça comme autre chose. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil de la préfecture me disant, Monsieur Figarella, j'ai appris que oui, on va vous aider, ouvrez-le. Alors là, bon, d'un côté, j'étais très content. Parce qu'en général, c'est plutôt la démarche inverse. On va chercher des financeurs pour... Là, ils disent non, on a de l'argent, France Relance, le fameux quoi qu'il en coûte. Il y avait de l'argent, ils n'avaient pas tout dépensé, ils avaient de l'argent à donner pour un projet original et qui répondait vraiment aux questions de précarité alimentaire. On dit, vous êtes complètement dans le bon schéma, on vous aidera pour l'équipement, on vous aidera pour le fonctionnement. On dit, bon. On réunit l'équipe associative en disant qu'est-ce qu'on fait. Et puis, en plus, il fallait donner une réponse dans les 2 jours. Je dis, écoute, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Voilà, l'occasion, si on ne prend pas cette occasion, on ne le fera jamais. Mais on avait peur quand même. Hein. On s'est dit, mais est-ce qu'on va être capable? Est-ce qu'on va répondre aux demandes aussi des financeurs? Et puis, nous, ce n'est pas notre métier. Quoi. Un restaurant, on en parlera sûrement. Mais la restauration, c'est compliqué, très compliqué. On a dit, tant pis, on y va. Après tout, on n'a pas le droit de refuser une telle main tendue. Et donc, en 3 jours, on a monté une association qui s'appelle donc la Restauration participative du plateau de Brignoles, les Pot-au-Feu. Et on a pu, en 3-4 jours, monter les dossiers de subvention que l'État demandait. Et donc, l'État nous a mis sur la table un peu plus de 40 000 euros, ce qui permettait effectivement de payer les travaux parce qu'il fallait quand même faire des travaux pour avoir une cuisine professionnelle et avoir un peu d'argent pour démarrer. Voilà comment c'est parti. Donc, à un moment où on n'y croyait plus, on a eu comme ça un petit signe, mais sans doute que ça devait se faire comme ça. Et je pense qu'on a bien fait. On
on aurait regretté et on n'aurait peut-être pas eu une deuxième fois cette opportunité. On s'est mis autour d'une table et on a fait un business plan, comme on appelle, avec un échéancier. On a dit on ouvrira en juin 2022. Voilà, c'était notre... On est parti à l'envers, on a dit bon, en juin 2022, on ouvre. Donc, on a fait tout à rebours pour pouvoir ouvrir en juin 2022. On n'a pas tout à fait réussi à tenir le délai, mais je dirais pourquoi après. Donc, première chose, effectivement, s'informer sur tout ce qui touchait à la réglementation d'une restauration aujourd'hui en France. Et ce sont des données très compliquées, que ce soit en termes d'hygiène, de sécurité, de confection des repas, de services, etc. Donc, on s'est formé. On a vu dans l'équipe qui voulait aller se former pour pouvoir vendre, par exemple, des boissons alcoolisées, même si c'est des faibles taux d'alcool, du vin, de la bière, etc. Il faut être autorisé pour ça, c'est normal. Donc, on est allé se former, on a obtenu les diplômes. D'autres personnes qui avaient un peu de métier déjà dans la restauration ont dit, nous, on va former les bénévoles qui vont intervenir dans le restaurant, puisque l'idée dès le départ, c'était qu'on implique un maximum de bénévoles dans le restaurant. Alors, pour deux raisons. Une, économique, de toute façon. Mais une autre aussi pour dire il faut que dans ce restaurant, il y ait une vie humaine importante. Voilà. Et que des gens qui n'auraient pas aujourd'hui la capacité d'aller travailler dans un restaurant pour différentes raisons, ou parce qu'ils sont à la retraite et qu'ils ont un peu de temps à donner, ou parce qu'ils ont envie de se faire plaisir, puissent venir trouver un terrain comme ça d'application, quoi. Voilà. Donc, on a formé les bénévoles au service, comment on sert pas n'importe comment on accueille les gens, comment on fait en sorte d'assurer... On s'est entraîné entre nous, on s'est fait des repas comme ça. Voilà, là, tu as servi trop vite. Là, par contre, ils ont attendu trop longtemps, voilà, etc., etc. Là, on ne reste pas derrière eux. Ils veulent être... Et puis après, l'idée, c'était quand même de recruter un salarié, un cuisinier, parce que ça nous semblait indispensable d'avoir un cuisinier pour assurer la continuité du service, pour pouvoir gérer les approvisionnements et puis pour pouvoir confectionner les plats, quoi. Donc, on a eu beaucoup de mal à recruter un cuisinier, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier où il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais comme dans beaucoup d'autres métiers d'ailleurs. Il y a beaucoup d'offres d'emploi et peu de candidats. Et donc, on a eu la chance à la fin de trouver, juste avant l'ouverture, de trouver un cuisinier qui était disponible et qui avait envie de changer de vie. C'est-à-dire, c'était un cuisinier qui travaillait dans la grande restauration et qui n'avait pas de vie. Alors que chez nous, il trouvait quelque chose de plus humain, de plus sympathique, de plus agréable. Et donc, on a eu de la chance de pouvoir le recruter. Et puis après, il y avait toute la question des travaux aussi. Là, on s'est entouré de compétences, d'architectes, de gens de la mairie qui nous ont donné un bon coup de main aussi pour nous expliquer que la porte, elle ne peut pas être là, la plonge, elle ne peut pas être là. On apprend des choses. Moi, j'ai appris plein de choses pendant ce temps-là. Alors les locaux, ça a été la clé qui a tout débloqué parce que financièrement, on n'avait pas les moyens ou alors il aurait fallu trouver des financements pour pouvoir acheter et encore moins acheter, mais même louer, ça aurait été difficile de trouver des locaux qui soient adaptés. On en a trouvé, mais il y avait tellement de travaux à faire dedans que c'était injouable. Et donc on a eu parmi nos partenaires associatifs la Fondation d'Auteuil, qui est donc propriétaire du foyer des jeunes travailleurs à Brignoles, qui a une très belle salle collective en rez-de-chaussée avec de grandes baies vitrées, un jardin, enfin un endroit assez sympa, et avec un parking aussi, ce qui est important, et qui avait une cuisine. Voilà, mais c'est une cuisine domestique, une cuisine qui servait pour les jeunes du foyer qui dorment sur place et qui le soir se font un petit gueuleton. Donc, ils nous ont dit, écoutez, nous, on fait partie du projet. Notre participation, ça sera de vous prêter gracieusement les locaux. Le
l'eau, l'électricité, donc le budget s'allégeait beaucoup, et surtout dans de bonnes conditions, parce que vraiment le lieu est agréable, il est sympa. Et donc on a pu très vite passer une convention, un bail voilà, avec la Fondation d'Auteuil, un bail à titre gratuit, mais qui nous permet, la condition étant que c'était nous qui prenions en charge les travaux de la cuisine, ce qui est normal, voilà. Mais ce qui nous permet d'avoir un équipement viable, durable, qu'on ne soit pas obligé de négocier tous les 6 mois, et surtout gratuit, quoi, hein, ce qui nous permet d'avoir l'économie qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est ouvert le mardi et le jeudi midi, et c'est ouvert un vendredi soir par mois. Le vendredi soir, c'est un peu particulier, parce qu'on voulait aussi, un vendredi soir, les gens ont plus le temps, voilà, hein, pour le côté lien social, c'est plus important. Et le vendredi soir, on a également une animation, c'est-à-dire on peut avoir un petit spectacle de musique, on peut avoir un karaoké, on peut avoir voilà, des tas de choses comme ça qui marchent très bien. Chez nous, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que quel que soit... parce qu'on a eu par exemple des personnes qui ont dit « mais non, nous on ne vient pas parce qu'on gagne bien notre vie, donc on ne va pas venir ». Je dis, mais au contraire, venez. Parce que la solidarité, c'est ça. C'est quand vous allez venir, que vous allez payer votre repas, vous allez permettre de payer des repas moins chers à d'autres personnes. Ah, on ne savait pas. Alors, du coup, voilà, vous voyez, vous passez un bon moment, vous mangez bien et en même temps, vous avez une action de solidarité. Donc, c'est ouvert à tout le monde. On a aujourd'hui, en pourcentage, on a à peu près 60% de personnes qui payent le plein tarif, on va dire, et puis 40% qui payent le tarif solidaire, sachant que voilà, notre particularité, c'est de ne pas demander aux gens de justifier leurs conditions. On fait confiance et on pense, bon, l'expérience depuis l'ouverture nous prouve qu'on a bien fait parce qu'il n'y a pas de personnes qui trichent, quoi. Ça n'a pas d'intérêt de venir tricher pour un repas à 14 € pour un prix plein et 4 € pour un prix solidaire. Il n'y a rien à gagner, quoi, hein. Donc, on a le taux de repas solidaires qui augmente régulièrement. Au début, le premier mois, c'était 15%. Aujourd'hui, on est pratiquement à 40%. Mais on a aussi des gens qui travaillent sur la zone. On a des gens qui ne travaillent pas, qui sont des retraités et qui apprécient le fait d'avoir chez nous une cuisine traditionnelle. C'est-à-dire... on a trois principes qui nous tiennent à cœur. C'est des produits locaux. Donc, on travaille vraiment que sur des circuits courts, hein. On ne va pas acheter en grande surface des trucs qui viennent de Nouvelle-Zélande. Des produits de saison et zéro gaspillage. C'est-à-dire que le but, c'est pour ça qu'on propose qu'un menu unique, entrée, plat, dessert, qui change tous les jours, hein. Mais c'est un menu unique pour éviter d'avoir 3-4 plats et donc du gaspillage obligatoirement. Voilà. Donc, c'est les trois points forts et qui sont appréciés par les gens qui viennent chez nous parce qu'ils disent, ben, finalement, ça, on n'a plus le temps de le cuisiner. Ou on ne sait pas le cuisiner. On ne sait plus. Une blanquette, par exemple, ou une daube, voilà. Puis des fois, il y a beaucoup de gens seuls qui viennent. Donc, ils disent, bon, se faire une daube pour quelqu'un tout seul, c'est pas rigolo, quoi. C'est même triste, parfois, de faire ce genre de choses. Voilà, donc on a une cuisine très traditionnelle, cuisinée sur place, faite par un cuistot professionnel, ce qui fait que bon, on a de bons retours, quoi, sur la qualité et puis avec de bons produits, hein, surtout de très bons produits frais. Donc ça permet de faire une bonne cuisine équilibrée. Et voilà, quand on sort, on n'a pas faim. Et en général, voilà, moi pour l'instant, c'est pas pour se faire de la fausse publicité, mais j'ai pas eu ni sur Facebook ni en direct de commentaires déplaisants, quoi. Ce type de restaurant, il ne peut pas être entre guillemets rentable. Et il ne peut pas s'autofinancer, c'est pas possible. Parce que, je veux dire, on va à 14 € un menu, 4 €. En plus, bon, avec le ratio, on va dire qu'on a un menu moyen autour de 9 €, hein, en gros, hein. C'est impossible de pouvoir s'autofinancer quand on a un salarié. Si on n'avait pas de salarié, on pourrait, mais c'est pas le but. Donc, il faut être aidé, il faut être soutenu. Alors, d'abord, on est soutenu par le nombre de personnes qui viennent, mais après, on a essayé aussi je
pense qu'on y est arrivé. On n'a pas encore les retours définitifs, mais on est allé voir des personnes qui trouvent un intérêt à ce qu'il y ait un restaurant sur ce territoire. Et en leur demandant, alors on ne demande pas des sommes phénoménales, hein, c'est vraiment des petites aides, mais qui nous permettent d'équilibrer nos budgets. Donc il y a la caisse d'allocation familiale qui est intéressée parce que la question de la précarité alimentaire, ils en sont en plein dedans. On a vu aussi l'agglomération parce qu'ils travaillent beaucoup sur ces questions-là. On a vu la mairie aussi, voilà, on a fait plusieurs dossiers. On espère pouvoir avoir les quelques milliers d'euros qu'il nous faut pour être tranquille. Mais c'est pas un équipement qui peut s'autofinancer, c'est impossible, hein. Ou alors il faudra augmenter les prix, mais dans ce cas-là, on serait plus solidaire. Alors l'idée, on a beaucoup d'idées encore, hein. D'abord, c'est d'assurer la pérennité de ce restaurant. Depuis l'ouverture, depuis septembre, on a servi 1300 repas. Ce qui fait en moyenne pour chaque service à peu près 25 couverts, ce qui est bien. Parce que nous, on était parti sur une moyenne de 15-20 couverts, donc on est au-delà de la moyenne qu'on avait prévue. On a démarré très vite, hein. C'est comme si on nous attendait, ça a été très rapide. Et puis ça ne baisse pas, donc c'est important. On refuse, hein. Il y a des jours, par exemple à midi, on a refusé du monde. Vendredi soir, je refuse du monde. Tous les jours, on m'appelle, je me dis non, il n'y a plus de place. Voilà, donc ça répond vraiment à un besoin. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir un peu essaimer sur le territoire. C'est-à-dire, pour l'instant, sur le territoire de la Provence verte, on est les seuls à proposer ce genre de service. Il y a un restaurant pédagogique qui vient d'ouvrir à Châteauvert. Qu'on a aidé, on n'a pas aidé, on les a conseillés parce que voilà, on a eu des liens amicaux rapidement. Et donc, ils ont ouvert. Alors, c'est un peu différent. C'est un restaurant qui sert à former des jeunes qui viennent de la protection judiciaire. Donc, mais ils font des repas tous les midis. Alors, ils sont ouverts du mardi au vendredi. Ils sont ouverts tous les midis. Je crois que c'est 14 ou 15 € le menu. On va y aller bientôt parce qu'il paraît que c'est sympa aussi. C'est près du centre d'art contemporain. Voilà. Et après, c'est d'aider aussi d'autres projets qui pourraient venir sur le territoire parce que tous les territoires sont concernés. La Provence verte, c'est un très beau territoire. C'est un territoire magnifique au niveau de la nature, au niveau du tourisme. Voilà, on nous l'envie. Mais c'est un territoire où c'est difficile de vivre quand on est pauvre parce que il y a des problèmes de mobilité, il y a les problèmes d'isolement qui se rajoutent, il y a les problèmes d'accès aux soins qui se rajoutent, enfin, etc., etc. Et donc, l'idée, de plus en plus, c'est de développer des projets qui font qu'on n'attend pas que les gens viennent chez nous, mais on va auprès d'eux. Voilà. Donc, on a un projet, alors un peu encore utopiste, peut-être dans les années à venir, ce serait de créer un food truck solidaire, donc sur le même principe qu'au restaurant, avec 2 tarifs, et où on pourrait aller de village en village le midi pour proposer, on sort des tables, des chaises, on met de la musique, et puis voilà. Et ça permet là encore de pouvoir créer du lien social, de la mixité. Voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on a dans un deuxième temps, hein, on y tient, hein, j'espère qu'on y arrivera un jour. C'est moins compliqué qu'un restaurant, malgré tout, quand même. Mais voilà, et puis peut-être d'autres idées. C'est vrai qu'il y a des épiceries solidaires aussi qui existent, il y a des épiceries itinérantes aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup, on parlait de solidarité, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre société, mais il y a aussi beaucoup d'actions de solidarité qui sont créées et qui sont souvent à l'initiative d'associations, de personnes qui un jour ont envie d'apporter une réponse à un problème qui est visuel, quoi, que l'on voit, que l'on sent et pour lesquels on ne peut pas se cacher les yeux. Voilà. Moi, c'est un peu, il y a sûrement une part d'éducation, hein. Je veux dire, on était une famille d'ouvriers, hein. Voilà, mon père était ouvrier à Varmatin à l'époque, à République à l'époque, avant Varmatin, bien avant. Et ma mère était femme au foyer, 4 enfants, voilà, et donc une famille assez quand même nombreuse avec des cousins, des tantes, etc. Et donc il y avait, pour moi, la solidarité, je la voyais tous les jours, quoi, quand il y avait quelqu'un de la famille ou même un voisin qui était en difficulté, je voyais ma mère préparer un truc, le porter. C'était naturel, quoi. C'était évident de le faire. Et pourtant, on ne roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien. Mais voilà, comme beaucoup de familles ouvrières des années 60-70, hein,
qui vivaient avec un seul salaire et qui partaient en vacances, aujourd'hui, je ne sais pas comment... c'est vrai, on a eu une génération dorée quand même, dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, c'était un paradis. Donc pour moi, c'était naturel, et quand il a fallu que je choisisse un métier, je n'ai pas hésité longtemps. Je suis devenu éducateur d'abord, donc, parce que ce qui me préoccupait beaucoup, c'était le malheur des enfants, c'était comme ça, des jeunes en particulier. Et puis c'est resté tout le temps, et je suis toujours resté dans ce milieu, quoi qu'il en soit. Dans les centres sociaux, on a souvent été confrontés à la misère. Et voilà, au-delà des règles, des cadres, on mettait en place de toute façon des actions de solidarité, parce que sinon, même si l'État faisait beaucoup de choses encore à cette époque-là, il manquait toujours quelque chose pour les gens, pour finir la fameuse fin de mois, ou pour subvenir à des besoins pour lesquels ils n'avaient pas les moyens de subvenir. Donc, après, moi je pense qu'il n'y a pas de prédestination. C'est... À partir du moment où on vit en société et qu'on a un peu, on va dire, d'empathie pour les gens, je pense que la solidarité, elle est naturelle. Alors, j'en connais des gens qui n'ont pas du tout d'empathie pour les autres et qui ne sont pas du tout dans la solidarité, mais je les plains. Je les plains parce que c'est une vie triquée, quoi. C'est une vie où il n'y a pas que ce qu'on gagne à la fin du mois qui enrichit les personnes, quoi. Je veux dire, ça compte, évidemment. On est dans une société où, qui est basée sur l'argent, mais malgré tout, quand on a réussi quelque chose de collectif, quand on a surmonté une difficulté énorme, quand on a aidé, soutenu des gens à sortir d'une condition, c'est un enrichissement personnel important. Je veux dire, ça élève. Je veux dire, si on est sur cette terre uniquement que pour compter combien on a mis de côté à la fin du mois, c'est triste. Je veux dire, moi, je ne peux pas envisager la vie comme ça. Mais je ne suis pas le seul, heureusement. On est dans une société, moi, on en parlait avec des amis, j'imagine que demain matin, pour X raisons, on fait un peu de la science-fiction, les associations ferment leur boutique. Pour une raison, pour une autre. Voilà, on en a marre, on ferme tous la boutique. C'est une catastrophe. Mais on l'a vu pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, les seules structures qui sont restées ouvertes, ce sont les associations. Les services publics ont fermé. J'avais leur raison, je ne les critique pas, c'est comme ça. Donc les accueils de public étaient fermés, les distributions d'aide étaient fermées. Il fallait tout faire par Internet, mais il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas Internet ou qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet. Et donc, les seuls ici comme ailleurs, pas qu'à Brignoles, qui sont restés ouverts, qui avaient leur téléphone ouvert. Moi, je me rappelle, pendant le Covid, à la Corderie, l'association dans laquelle je travaille, je milite aussi, on a aidé des personnes à faire des courses, on a aidé des personnes même à déménager, parce que tout était fermé et ils n'avaient plus rien, c'était à la rue, et il n'y avait plus personne pour leur répondre, quoi. Donc, on est dans un pays où il y a une solidarité qui est nationale, mais aujourd'hui, quand même, elle est un peu maltraitée, il faut le reconnaître. Et puis, il y a la solidarité des associations, des personnes, des clubs, des groupes, enfin tout ça, qui fait que notre société, elle reste encore vivable, ou sinon, ça serait vraiment une catastrophe. Je crois que dans l'anti-solidarité, il y a beaucoup d'ignorance. C'est comme pour le racisme, c'est comme pour toutes ces questions-là. Voilà. Quand on entend les gens dire il y a trop d'aide sociale, moi j'aimerais qu'il y en ait moins d'aide sociale, c'est sûr. Hein. Ça voudrait dire qu'on vivrait mieux. Mais il y a trop d'aide sociale. Oui, mais parce que toi, tu n'y as jamais été confronté. Et si demain, allez, je ne te le souhaite pas, mais si demain tu perds ton boulot, tu n'as plus rien à manger, tu ne serais pas content d'aller au Resto du Cœur ou d'aller heureusement qu'il y ait ça. Ah oui, mais bon, moi, ça ne m'arrivera pas parce que, oui, mais c'est sûr. La plupart des gens qui sont en précarité ne l'ont pas demandé, ils ne l'ont pas choisi. Ce n'est pas un choix de vie. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant, tiens, ça serait bien d'être en précarité, de pouvoir toucher le RSA et d'aller le mardi au Resto du Cœur. Je connais des personnes qui le disent. Donc, c'est beaucoup d'ignorance. Alors, il faut faire beaucoup de pédagogie. Et puis, je crois que c'est aussi par la rencontre. Moi, j'ai vu, par exemple, des gens qui viennent maintenant au restaurant solidaire, qui viennent faire le service.
et qui viennent servir des gens qui sont vraiment en grande difficulté parfois, et qui me disent, ben, tu vois, c'est grâce au restaurant, j'ai pu voir ce que c'était. Parce que ces gens-là, ben, on m'en parle, les pauvres, oui, mais finalement, je ne les côtoie pas parce que j'habite dans un beau quartier, parce que je vis bien, et que finalement, ben oui, là, je touche du doigt la réalité, la vérité. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Hein. Combien de gens peuvent dire, oui, mais on a l'impression que tous ces pauvres-là, ils trichent, hein, et ils essayent de gratter, comme ils disent. Enfin, c'est horrible, quoi. Je veux dire, Alors, bien sûr qu'il y aura toujours quelques profiteurs de n'importe quel système social qu'on met en place, mais c'est dérisoire par rapport aux besoins. Et encore, moi, je le vois au restaurant, par exemple. Je l'ai vu au restaurant au début. Il y avait beaucoup de personnes, parce que je les connaissais, qui n'osaient pas dire on aimerait bénéficier du tarif solidaire. Et qui payaient le tarif plein. Et puis un jour, je leur ai dit, mais écoute, tu sais que tu peux payer le tarif solidaire si tu veux. Ah ben oui, ben je n'osais pas le demander. Dignité, voilà. Je dis, mais non, mais on a ouvert pour ça. Il n'y a pas de... Oui, mais alors je vais t'amener, mais non, je ne veux rien du tout. Garde tes papiers pour toi, on n'a pas besoin. Et maintenant, ça se fait naturellement. Les gens, quand ils réservent, ils m'appellent. Maintenant, ça se sait, hein, le bouche à oreille fait que... Et les gens m'appellent en disant, ben voilà, on voudrait venir à midi, 2 personnes, mais on payera le tarif solidaire. Très bien, mais c'est noté. Voilà. Et c'est très discret, ça se fait... Voilà, les gens ne sont pas... Parce qu'on n'a pas voulu non plus tomber dans une espèce de charité, de dire, voilà, il faut que les gens gardent leur dignité. Ils payent leur repas solidaire parce qu'ils sont dans un moment de vie où ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ce ne sont pas des sous-personnes, quoi. Hein. Ce sont des personnes tout à fait normales. Et on a vu aussi, parmi les bénévoles que l'on a, des gens qui sont en précarité et qui ont dit, ben oui, mais moi, puisque je profite, moi j'aime pas ce mot-là, mais puisque je profite du restaurant solidaire, alors je vais donner un peu de temps pour le restaurant solidaire, alors qu'ils viennent servir. Mais pour eux, c'est... Moi, je le vois, par exemple, l'autre fois, j'ai une jeune femme là, qui est au chômage depuis longtemps, qui a des problèmes de santé, voilà, qui est une ancienne serveuse, elle a servi pour la première fois. Et à la fin, les 2 dames qu'elle a servies sont allées la voir, dit, on peut vous embrasser. Ben oui, bien sûr. Parce que vraiment, on a été bien servis, bien accueillis, avec un beau sourire. Bon, ben, quand elle est repartie, ça y est, elle était... à nouveau, elle existait, quoi. Donc, je pense que des lieux-là, ça a des conséquences vraiment parfois différentes de celles qu'on croyait. Et qu'il faut saisir, quoi, qu'il faut utiliser pour permettre à des gens de retrouver aussi de la dignité, parce que je les côtoie tous les jours et ils vivent des choses horribles. Hein. Et ils n'osent pas demander parce que, voilà, à un moment, aller demander, c'est aussi accepter soi-même d'être dans cette situation. Donc, ben, je préfère souffrir et puis que ça ne se sache pas, quoi. Voilà. Mais des fois, on ne peut plus, hein. On n'y arrive plus. Moi, il y a des gens qui viennent, encore à midi, une vieille dame qui a payé le tarif solidaire, qui m'a dit, j'ai rien à manger pour ce soir. Bon, ben, c'est arrangé, voilà. J'ai dit, il est hors de question que vous ne mangez pas ce soir. Mais parce que c'est la réalité. Là, par exemple, j'ai appris une chose, hein, ce qu'on apprend tous les jours dans ce métier, surtout dans la précarité. Il y a quand je parle avec les gens qui viennent, mais qu'est-ce que vous mangez quand vous venez pas au restaurant? Des boîtes ou des micro-ondes? Je dis, mais le micro-ondes, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, c'est pas bon, c'est mal cuisiné. Je dis, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous achetez pas plutôt un truc, vous le faites? Elle me dit, mais pour économiser l'électricité. Je dis, mais attendez, si je fais un pot-au-feu, par exemple, ou je sais pas un pot-au-feu, mais un plat mijoté, 2 heures d'électricité, je me ruine. Donc, je prends le micro-ondes, 15 secondes au micro-ondes. Voilà. Vous voyez, c'est toutes ces conséquences-là qu'on ne mesure pas tout à fait, ben, qui font que la malbouffe augmente. La malbouffe augmente, les problèmes de santé augmentent, etc., etc., etc. Hein. Mais bon, je ne parle même pas de l'inflation, tout le monde est au courant, mais les problèmes d'énergie aujourd'hui, c'est un problème, mais énorme, quoi. Énorme. Et les gens ne se chauffent plus, ça, c'est un fait. Mais en plus, ils ne cuisinent plus parce que aujourd'hui, on a tous quasiment à 90% de la cuisine électrique et c'est pas possible. On ne peut pas cuisiner. Ben, on la confond souvent avec la charité.
C'est-à-dire, quelqu'un est en difficulté, je vais lui donner ce qui lui manque. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas... Enfin, c'est bien. Hein, moi, quand j'étais directeur de centre social, quand quelqu'un me disait ce soir, je n'ai pas quelque chose à donner à mes enfants, je n'allais pas lui faire une leçon de budget. Hein. J'allais avec lui au casino d'à côté, on allait acheter pour qu'ils aient à manger. Voilà, il y avait urgence. Mais en France, la solidarité, on a quand même eu un président qui a dit que ça coûtait un pognon de dingue, quoi. Je veux dire, ça c'est énorme. Et puis, c'est souvent considéré comme quelqu'un est en difficulté, je l'aide, voilà, comme dans le Moyen-Âge, on a ces pauvres, voilà, on distribue aux pauvres. C'est nécessaire parfois, mais on n'aide pas les gens à sortir de leurs conditions en faisant comme ça. Hein. Ils restent, après tout, j'ai besoin de quelque chose, je vais là, on va me donner 50 €, je vais faire le plein, et puis je reviendrai quand j'ai plus d'argent. Pour moi, la solidarité, c'est la prise en compte vraiment de la personne ou de la situation pour accompagner la personne à trouver des solutions pour sortir de cette situation, pour pas que toute sa vie, elle soit en situation d'être aidée par de l'argent ou par des colis ou par je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, aujourd'hui, quand moi je travaille beaucoup avec les Restos du Cœur, avec des associations comme ça, ils disent notre problème numéro 1 aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens ne s'ancrent pas dans cette situation et sortent le plus vite possible de cette situation. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie d'être au Resto du Cœur toute sa vie. Maintenant, si tu n'as pas le choix, tu auras au moins de quoi manger. Mais voilà. Et puis après, la solidarité au niveau, on va dire, étatique, le problème, c'est qu'elle est basée sur quelque chose dont les gens ont horreur, c'est l'impôt. Effectivement, c'est grâce aux impôts que l'on paye. Alors, bien sûr, on a toujours l'impression qu'on en paye trop. Hein. Moi, le premier, quand je reçois ma feuille d'impôt, je ne suis pas content. Mais c'est grâce à ces impôts qu'effectivement, tous les systèmes sociaux qui existent ou qui ont existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, le Conseil national de la résistance, c'est une période fabuleuse, hein, et qui a mis en place la sécurité sociale, le chômage, enfin bon, l'accès aux soins, l'accès aux loisirs, bon. Mais ça se paye. Donc, ce sont des impôts. Et aujourd'hui, depuis 20, 30 ans, on a une politique générale très libérale qui dit on va baisser les impôts. Alors, on baisse les impôts, bien sûr. Alors, moi, quand on m'a retiré la taxe d'habitation, j'étais content, hein, j'ai gagné 600 €. Mais en même temps, qu'est-ce que ça m'a coûté, ça ? Parce que quand on m'enlève 600 €, ça veut dire qu'il y a obligatoirement des contreparties. Moins de services publics. Moins de lieux de soins à proximité. Je veux dire, aujourd'hui, un des problèmes de ce territoire, comme beaucoup de territoires semi-ruraux, on va dire, c'est l'accès aux soins. Je veux dire, l'accès aux soins qui se cumule avec une mobilité très compliquée, très difficile et qui coûte cher. Je veux dire, aujourd'hui, si on doit aller voir un médecin à Toulon, ça coûte énormément en essence, en parking, etc. Voilà. Donc, c'est bien beau de dire, voyez, nous, on a fait baisser les impôts, donc on vous a donné du pouvoir d'achat. Non, tu m'as rien donné du tout, parce que j'ai l'impression d'avoir gagné du pouvoir d'achat, mais je suis obligé de me payer aujourd'hui beaucoup plus de choses que ce qui était pris en charge par la collectivité nationale. Donc, c'est un faux cadeau. Alors, je ne suis pas pour l'augmentation des impôts, hein, mais il faut un impôt juste, qui soit aussi équitable, hein, évidemment que les gens qui ont très peu de moyens n'en payent pas ou très peu, ou alors de manière symbolique pour dire qu'ils participent à l'effort national, on va dire. Mais c'est ça qui a fait notre force, on va dire, des années 45 aux années 80. Et la France, parce que quand même, on parle de la France, quoi. On ne parle pas d'un pays sous-développé. On parle d'un pays 4e ou 5e puissance mondiale, quoi qu'on a dû baisser un peu. Et où on arrive à avoir 10 millions de pauvres. Enfin. Alors des fois, je ne veux pas faire de politique, hein, surtout pas quand je parle du restaurant. Mais quand on me dit, finalement, le système dans lequel on vit, c'est le moins pire. Mais qu'est-ce qu'il a produit ? Je veux dire, moi, je suis pas un dogmatique, je suis prêt à accepter toute idée à partir du moment où elle a réussi. Mais ce système-là, il a quand même produit X millions de chômeurs. Aujourd'hui, 10 millions de pauvres dans un pays comme la France, qui est considéré comme un pays riche. Et où, pour calmer
un petit peu la colère, de temps en temps, on donne des chèques, mais c'est dérisoire, quoi. C'est pas avec un chèque de 100 € qu'on va se payer le chauffage pendant tout l'hiver, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a... Et du coup, ça développe des solidarités à côté. Donc, on a de plus en plus, effectivement, d'actions de solidarité pour pallier ça. Je trouve qu'il faudrait retrouver un peu un équilibre, quoi, parce que quand même, la force de l'État, c'est pas rien. Quand aujourd'hui, on n'a plus que des plateformes, on n'a plus de rendez-vous dans les services publics et qu'il faut téléphoner sur des... Enfin, on a fait des sketchs là-dessus. Voilà, c'est pas... Je trouve pas que ce soit normal. On n'est pas une société, on va dire, en bonne santé. Mais c'est dû aux choix et aux politiques qu'on a menées depuis, une 30aine d'années, hein, et quels que soient les partis d'ailleurs. Donc, peut-être qu'à un moment, on aura un sursaut. On est dans une phase creuse, je pense, au niveau de la solidarité, du vivre ensemble, hein, tout simplement. Peut-être qu'on retrouvera dans les années à venir parce que le problème deviendra trop grand, quoi. Sans la pauvreté, elle ne baisse pas. Alors, avec le Covid, ça n'a pas été un cadeau non plus. Elle ne baisse pas. Et à un moment, les pansements ne suffiront pas, quoi. À un moment, il faudra peut-être revenir. La plus belle période de ce pays, ça a été en 1945, à la Libération, quand il y a eu le Conseil national de la résistance. C'est un moment, enfin, il faut relire, hein, je veux dire. Ça existait, quoi. Hein, ils se sont réunis, tous, même ennemis politiques, ils se sont tous réunis. Ils avaient travaillé 2 ans avant pour se dire, bon, quand on sortira de la guerre, comment on fait pour reconstruire le pays, mais pas simplement le reconstruire de manière mobilière, hein, reconstruire l'espoir, redonner aux enfants l'espoir en l'avenir, etc. Ils sont tous mis autour d'une table et ils ont créé donc ce programme du Conseil national de la résistance qui est formidable. Formidable. Et que petit à petit, on a détricoté, qu'on détricote tous les jours, quoi. Alors que c'est ça qui a permis de reconstruire, de repartir, c'est 4 ans de guerre, c'est pas rien, de repartir sur des choses positives. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout ça, ça compte plus. Hein. Donc peut-être qu'un jour, il y aura à nouveau un Conseil national. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre pour ça. Mais voilà, j'espère qu'il y aura à nouveau cet état d'esprit, en tout cas, de ce conseil, de dire, bon, là, on arrête un peu les guerres politiques, et, c'est trop grave ce qu'on vit, et on essaye de mettre en place quelque chose qui convienne à tout le monde, et s'appeler les jours heureux, quand même, c'est pas rien, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.